One trophy returns to the Southwest region after 15 years. Victoria United, alias One People, One Power, are champions. As we currently speak, well, this team is painting the streets of the political capital black and white, parading with this 50 million CFA francs worth trophy. Ladies and gentlemen, welcome to another edition of La Presse Refait le Match. Well, today we will be bringing you all a balance sheet of the playoff up. Remember, it ended last week Thursday. We talk about Opopo's rise to the championship. Look at how Dynamo was quite disappointing in the playoffs, and also Young Sports Academy, where they missed it because they were so close to winning their first league title, but unfortunately things did not go well for them. Well, talking about all of this, I have 2 or 4 guests. I'll start with the coach par excellence. He is Coach Martin Bile-Tanga. Welcome, Coach. Thank you, Oni. Good evening. Good evening to all the viewers of Spectrum Television. Yeah, good evening. I mean, it's always a pleasure to have you here with me. It's also a pleasure for me. Yes, like I said, after every session, I feel like I'm getting closer to my dreams of becoming a coach when I turn 40 years. Okay, I wish you all the best on that. Thank you. Thank you so much for being so kind. Well, sitting opposite to Coach Martin Bile-Tanga is an ex-footballer, one who posed a problem to every attacker in the league while he was still playing the Elite Championship. It is none other than Eugene Tima. Good evening to you. Good evening, Oni. Good evening to all the televiewers. Good evening to those who are actually scotch on this wonderful platform, STV, the number 1 sports TV channel in Central Africa, and happy wants to meet you here to talk about sports, especially King Sports Football. Yeah, well, we're happy to have you. This is your second time honoring our invite, and it's always a pleasure to talk local football with you, Eugene. Yeah, thank you, Oni. Yes, unfortunately, Young Sports Academy, a team you played for, did not win the championship. I'm guessing you're quite disappointed. Only, it's something very disappointing to see that my former club, Young Sport Academy, didn't win the competition, not because they were not good on the green turf, but because of some controversial decisions that were being made by the federation, by the football federation, that actually had to stripe 3 points from a Young Sport Academic, and that's what actually make them not to actually contest for the final day. You see, you had to say the final day was not really what all of us, all sport pundits in the littoral region, were actually waiting for until that avian minute. You cannot imagine that they will have about how many days they play matches without homologating matches, and on the last, let me say, 5 hours to the match, that's when we had the results of the homologation committee, which was a disaster for football lovers in our country. Well, it was actually because they attacked referees, so you think it wasn't a just decision? Is that what you... Why just a Young Sport Academy? They were being surprised. I will tell you, let's be honest and let's face fact. The federation itself was surprised to see the performances of a Young Sport Academy, because knowing that they were being somehow taken down with 12 players that were not eligible, and they still had to come back strongly with some players that have never even taken part in this current season, at least a minute. They had to come with young legs, and they surprised everybody, granting the results that we all had to see. But since football in Cameroon, especially Cameroon, I will quote it, what happens sometimes with Nigeria and Ghana is coming to happen in Cameroon, and it's a disgrace. And that's why I had to say it's a disaster for our federation to actually... I will not take it from Victoria United because they were so good. Yeah, and it's a team also from where I also come from. I will not take it from them. They were so good on the green turf. But if the federation continues that way, nothing good will come out from our local football. Well, I must say Young Sports Academy gave us a good run while it lasted. I mean, their game against Victoria United is still one of my favorite playoff up game till this day. Well,
we have Rafael Manyaka, who just joined us in the studio. He is the publisher for Griff to Foot. Welcome, Manyaka. Bonsoir Oni, bonsoir à tout le panel et bonsoir notamment à ceux qui sont en train de nous regarder sur STV, la presse refait le match. Toujours un plaisir d'être parmi vos panélistes sur votre émission. Yes, and it's always a pleasure to have you join us as well. I mean, to talk about this championship that you have been following so closely. Well, hopefully we will have Amadou Tigana. He might be joining us, hopefully, but we'll see how it goes. If he comes, then we have a lot of so many things. We have so many things to talk about with him, so we'll see how it goes. But now we have three people in the studio with me. That's Matembile Tangang, Eugene Tima, and Rafael Manyaka. Now I want us to continue the show, starting first with what has been making headlines in Cameroon's the local football scene, to keep you up to speed with what has been happening on our first segment, the Elite News. Well, Elite News today, we will look at Victoria United, who is in Yaoundé. They're currently touring with their trophy, and you will get to see more images when we get to it. I will be committing a crime if I start Elite News today without talking about Jules Manco. Well, the Astros forward netted a hat-trick today against Fovo Football Club of Baham to see, Astros defeat Fovo by 4-3. Now, that's not even what makes the headlines. What's making headlines is the fact that he has surpassed everyone on the list. He now has 20 goals, and he is the current top scorer of the league with 20 goals. Yes, Jules Manco still in the play-off down, and they have one more game to go. You never know what may happen. If he has scored 3, maybe he might score more in the last game. It's going to be an interesting one. So now we have Jules on 20 goals. We have Richmond G on 17. We have Kachet Boris on 15. It's going to be an interesting one to see how that unfolds. Now let's come back to Victoria United. Well, Opopo is in the political capital of Cameroon, that is in Yaoundé. Well, they've started a trophy tour. It will be a 3-city trophy tour. They will leave from Yaoundé to Douala to Boya and back to Limbe, where they will be celebrating with all their fans. Well, the team has presented its trophy. If we can get the images on the screen, please. The team has presented its trophy to the Prime Minister, Head of Government, Chief Joseph Dion-Goute, who in turn has rewarded them with a sum of 10 million CFA francs. Well, they've also met other officials in Cameroon's political capital. I talk about Minister Naleva Lyonga, just to name a few. And a caravan has actually gone round Yaoundé as the team shared its joys with some denizens as well. Yeah, so a beautiful move by this team. I mean, you look at this and how it touches, across the region, in the central region, in the littoral region, down to the southwest region. What do you think about this move, Coach? How do I think about this? On Monday, we were in a broadcast program in a radio with the coach of Opopo, Melen GKS, and he told me told us something about concerning this program. So we knew concerning that program. After the journey, the trip into Yaoundé, they will be back in Douala. So they'll go to the southwest, where they will be received by the governor of the southwest region. So I think it's a good thing. It's a good thing after their trophy, because they won the trophy, and they are the current champion. And it's normal for them. I think it's normal for them to do that kind of thing, and maybe it is also a campaign for them to attract many fans for them.
Yeah, it's a beautiful one. And I want us to get into the organization proper of this Elite One Championship, Coach. Now that you mentioned of how it's a beautiful thing to, win supporters or call supporters into this club as a team and also as an organization, a federation. I want us to get into the organization of the MTN Elite One Championship. Well, it's been 3 weeks of competition between 8 clubs across 3 match venues with 28 matches played and a total of 49 goals scored. Now, we had the opportunity to speak to the president of the CTFP, the Transitional Committee in charge of managing professional football in Cameroon, Pierre Bougico, and he told us that he is quite satisfied with the MTN Elite One playoff up. Let's go take a listen. Satisfaction parce que les meilleurs ont remporté le tournoi qu'on a organisé depuis le début de la saison. Grande satisfaction. La fête était belle, vous avez constaté vous-même. Bon, l'équité, on avait un problème de stade qui est ce problème. En dehors de ça, je crois que tout s'est bien passé. Pendant la phase de play-off, le fait de match est arrivé un peu avec du retard. Mais tout est bien passé. Après tout ce championnat, c'est qu'on a joué avec toutes les équipes qui ont participé au play-off. Alors que l'année dernière, ce n'était que on avait le play-off. Cette année, il y a le play-off down. La deuxième division, ils ont joué le play-off. Très satisfait. Satisfied? I mean, he says the best team won. Quite satisfied with this. But now, I want to ask you, Manyaka, one of those who've watched the games right from the very start, how would you rate the organization of this championship? Because, we were expecting somehow in the course of it, we will, gain the bigger stadium, the reunification, not the annex, but it came to a close at the Mbapilipe Stadium. How would you rate it? What were your tops and the flops of at the organizational level? Déjà, félicitations aux organisateurs qui, pour moi, depuis 2 saisons, quand même, réussissent à tenir dans les délais, dans les calendriers. C'est des choses qui n'arrivaient plus. Ça, il faut déjà s'en féliciter parce que tenir un calendrier n'était pas la chose la plus facile au Cameroun. C'était facile de donner la date du début, mais respecter la date de la fin, c'était pas toujours la chose la plus facile. Donc, je pense qu'il faut déjà se satisfaire de cela, qu'on arrive, je pense que pour la 3e ou la 2e saison d'affilée, à respecter notre propre calendrier. Si on réussit à le respecter, ça signifie qu'on respecte aussi le calendrier de la CAF, ce qui est une bonne chose. Maintenant, quand j'entre de plein pied dans l'organisation, moi je pense que, les playoffs up et down, pour moi, je pense que pour moi, c'est pas forcément le meilleur mode. Dans le modèle utilisé pour moi n'est pas le meilleur parce que j'estime que si vous sortez d'un championnat et que vous partez dans des playoffs, soit vos playoffs deviennent un peu comme des matchs de coupe, c'est-à-dire qui perd ou qui gagne, du moins qui gagne passe, c'est-à-dire un match qui compte vraiment pour les quarts de finale ou les demi-finales, comme ça a été le cas la première année avec les demi-finales et puis une finale pour sacrer le champion. Je pense que c'est nettement mieux parce que, voilà, lorsque vous quittez d'un championnat à un autre championnat, même s'il est maintenant réparti entre le championnat des meilleurs et le championnat des moins forts, je pense que concernant par exemple les playoffs up, lorsque vous arrivez par exemple à la 3e ou voire la 4e, si des équipes commencent à sentir qu'elles sont détachées par rapport à d'autres pour la course au titre, forcément, il y a le sentiment de n'avoir plus rien à jouer qui commence à entrer. Donc, les équipes ne mettent pas le pied sur le ballon, franchement. Parfois, ça peut entraîner dans notre paysage camerounais le monnayage des rencontres. On peut plus ou moins avoir des idées farfelues sur le fait qu'une équipe ait pris l'argent d'une autre avant le début de la rencontre et ainsi de suite. Donc, je pense que vu que dans cet angle-là, ce n'est pas le meilleur des modèles qui soit pour moi. Pourtant, j'estime que si vous faites un match de coupe, vos playoffs, vous avez à coup sûr les meilleurs. Même si vous faites aller-retour, parce que je pense que l'idée ici de l'organisateur et de la Fédé, c'est de permettre aux joueurs d'emmagasiner un certain nombre de matchs. Parce que là, on quitte par exemple la poule A qui était à 18 matchs plus 6 en playoffs. Ça fait 24 rencontres. Bon, 24, ce n'est pas toujours très beaucoup aussi pour le monde professionnel, mais petit à petit, on s'en rapproche. Et que le fait déjà que la saison prochaine, ce sera 16, donc on parle de 30 matchs au moins la saison prochaine. Donc,
Si on regarde dans ce sens, oui, c'est une bonne chose, mais je pense que pour qu'on ne tombe pas dans les scandales ou bien un certain type de propos, c'est mieux souvent de les éviter. Mais bon, le fait a été, on a constaté que voilà, quand même les rencontres se sont disputées, même s'il y avait certaines rencontres pour lesquelles vraiment c'était quand même un peu difficile pour le regard de nous qui aimons le beau football, c'était un peu difficile, mais c'est allé jusqu'au bout. Et je pense que le final, c'était la consécration dans ce match coup près entre Stade Rennais et Victoria United, où j'estime que c'est l'un des matchs les moins aboutis de Victoria United dans ces playoffs. Même s'il y a eu des matchs où ils ont perdu, mais j'estime qu'en termes de ce qu'ils ont proposé durant toute la compétition, c'est le match où ils ont été le moins fort dans la domination de balle, parce que après avoir mis je ne sais pas si c'est le fait d'avoir marqué ou c'est la sortie, mais je mets plutôt ça sur le compte de la sortie de Zé à la 26e minute qui a un peu chamboulé tout l'effectif de Victoria United. Après ça, ça a été un peu difficile, voire laborieux de retrouver une belle équipe de Victoria United et qui a aussi, on va le dire, profité d'énormes maladresses de Stade Rennais qui, à mon avis, aurait dû plier le match 3-1, 4-1. Personne ne serait des plus. Mais voilà, parfois, des équipes type comme Victoria United bénéficient aussi de, on va dire quoi, la chance du champion. C'est-à-dire une main qui, peut-être sans corner comme ça, ne serait jamais arrivée sur le seul corner, le seul moment où le capitaine glisse. Malheureusement, il faille qu'il touche le ballon et puis le pénalty est sifflé. Franchement, il n'y a rien à dire. Donc, sur ça, Victoria mérite largement de gagner. Mais s'il faut revenir sur d'autres points un peu négatifs, moi, je dirais aussi le volet arbitral. Je ne veux pas parler du volet arbitral qui souvent a donné l'impression d'être assez avantageux pour Victoria, mais globalement dans la compétition, où les arbitres n'ont pas toujours été, à mon avis, très sereins dans leur prise de décision. Je prends sur le cas, par exemple, de Stade Rennais Victoria. J'ai vu un arbitre quand même siffler hors jeu sur une touche. Personnellement, c'est quand même, c'était assez étrange. Quand même, des erreurs, l'erreur est humaine, ça peut arriver des oublis, mais quand même la touche, je pense que pour un arbitre, pour toute personne qui joue au football quand même, c'est le B à bas. Bon, c'est peut-être aussi que l'arbitre était sous pression, enfin, qu'il était voilà, il y a tout ça, il y a aussi Dynamo contre Coton Sport, là où le hors-jeu quand même, quand on revoit les images après, je ne veux pas dire ici qu'il faut l'avoir, mais quand même, c'est trop... On ne parle même pas de limite, on parle d'un hors-jeu vraiment imaginaire. Donc je pense que de ce côté-là, le CTFP doit revoir ça. Ce n'est pas une critique pour déstabiliser le championnat, mais quand on sort en fait, au sorti de ces playoffs, que ce soit up et down, il faut tirer les conclusions, même si elles sont négatives. Il faut les tirer afin d'améliorer, parce que je pense que l'idée ici, depuis 3 saisons, c'est d'aller vers un championnat qui porte. Je pense que les acteurs, dans ce qu'ils font, lorsqu'on voit Victoria United, avec les jeunes qu'ils ont proposés, lorsqu'on voit Young Sport qui arrive avec un désavantage conséquent de moins 13 joueurs et qui réussit à proposer ce qu'ils ont montré, ça montre quand même que dans ce championnat, il y a de la qualité. Lorsque le niveau augmente, certaines équipes réussissent à pousser leurs joueurs vers le sommet. Donc, la Fédé peut se satisfaire quelque part de la réussite de ce championnat qui a débuté et qui est là à son terme, mais il va toujours falloir des améliorations. Et l'arbitrage est un point important dans le football, parce que sur le plan africain, le Cameroun n'est pas très représentatif de ses arbitres, notamment dans les compétitions. Et lorsqu'on voit ce qui se passe dans notre championnat, on essaie un peu de voir le pourquoi ça arrive. Parce que nous-mêmes qui sommes censés mettre en avant ces arbitres-là, au sortir souvent des saisons, c'est difficile. Surtout quand on a des plateformes comme les playoffs qui sont censées être la vitrine finale du championnat où tous les regards sont braqués. Ça veut dire que même les arbitres aussi ont le mot à dire. Mais bon, certains arbitres se sont aussi quand même bien démarqués. Il y en a qui ont fait des rencontres, franchement, qui vous donnent envie de croire que ce qu'on voit dans d'autres rencontres, c'est vraiment des épiphénomènes. C'est des arbitres qui ont besoin peut-être encore d'être encadrés, repartir sur le terrain de l'apprentissage. Mais pour le reste, je pense qu'on est heureux
quelque part d'avoir aussi un nouveau visage qui soulève le trophée de champion. On espère pour lui qu'il représentera bien le Cameroun en Ligue des Champions. Oui, vous avez parlé des beaux matchs que vous avez vécus. Est-ce que vous avez un match particulier qui vous tient à cœur, que ce match a produit des beaux jeux? Un match particulier qui me tient à cœur, moi, vous l'aviez dit dans votre propos tout à l'heure, vous avez parlé de Victoria Yosa. Moi, c'était une très belle affiche. Pourquoi? Parce que c'était un moment particulier dans ces playoffs. Là, les deux équipes avaient le même nombre de points. Donc, c'était un peu malheur au perdant. Et dans cette rencontre, il y avait une certaine émotion nouvelle qui naissait. C'est-à-dire, on avait l'impression d'avoir David un peu contre Goliath. C'est-à-dire, vous aviez, même dans le sens de nord-ouest, sud-ouest, vous avez Victoria United avec l'argent, l'équipe qui fait le bouge, tout ça. Et vous avez de l'autre côté Young Sport qui est arrivé sur la pointe des pieds, mais qui au fur et à mesure, qui était porté par Shindo, John Bosco, de l'autre côté Nathan Douala. Donc il y avait tout ça. Ça donnait un peu pour moi cette rencontre-là, l'idée d'un championnat qu'on veut, c'est-à-dire de retrouver des matchs qui vous donnent seulement par le nom des joueurs, par l'attente de la rencontre, envie d'aller au stade. Maintenant, le terrain, c'est autre chose. Mais pour aller au stade, il vous faut d'abord une bonne publicité. Et je pense que cette rencontre-là, sur le moment, était déjà très bien. Et ensuite, le jeu, même s'il y a eu beaucoup d'erreurs d'arbitrage qui forcément, lorsque vous venez regarder une rencontre, lorsque vous avez d'abord le moins fort, qui se sent encore plus désavantagé, mais qui réussit à démontrer quelque chose. Je pense que pour moi, ce match symbolisait pour moi le championnat qu'on a envie d'avoir. Même dans les tribunes, vous sentiez l'excitation même des supporters, des gens qui regardaient la rencontre. Franchement, c'était très beau. Dans le jeu, les joueurs se sont vraiment démarqués. Il y a eu Shindo qui a doublé, il aurait même pu tripler. Il y a eu Nathan qui cause un penalty. Donc tout ça, c'était réuni pour avoir une belle rencontre. J'espère que les équipes ont regardé ces playoffs-là et ont retenu quand même pas mal de leçons. Donc pour moi, le match qui, franchement, c'était ce match-là parce que c'était tactiquement, il y avait déjà deux styles d'opposition. Une équipe de Victoria United qui garde le ballon, qui fait bien circuler la balle, et une autre équipe de Yosa qui joue avec ses forces. C'est-à-dire, on n'est pas forcément plus beau ballon au pied, mais on répond avec le physique. On a un seul joueur qui peut nous décanter la situation. Shindo, dès qu'on a le ballon, on le regarde. Et puis, il y a quand même d'autres éléments qui sont sortis de cette rencontre. Le jeune Tchambou qui vient de l'UFBC, il y a Tchagé. On a découvert pas mal de joueurs, notamment dans cette rencontre. Hamza, voilà. Donc, tout au long de la compétition, je pense que c'est le match qui a quand même retenu le plus l'attention. Après, il y a forcément la finale, Victoria Stade Renard. Mais pour moi, en termes d'attractivité, c'est les matchs type Victoria, Young Sport Academy, qui sont des matchs que l'on doit perpétuellement continuer à travers les joueurs. Je pense que quand cette rencontre arrive, on ne parle pas des polémiques ici et là, on met les hommes en présence qui peuvent être utiles ou vont participer au rayonnement du match. Et c'est donc ça que le football a besoin. Okay, coach. Talk about the technical aspect of it. Well, how would you rate the quality of play in this year's playoff? How do I rate it? Ce que je voudrais dire par rapport à ça, c'est, je pense quand même que même si ça a commencé timidement, enfin, quand je dis timidement aussi, j'exagère un tout petit peu, c'est que ça, pour certains clubs, ça a commencé moyennement. Ça a commencé moyennement et puis c'est monté au fur et à mesure en puissance. Moi, j'ai vu le niveau s'est élevé au fur et à mesure. Donc, avant la fin, donc avec le final qu'on a eu à la dernière journée, le niveau était un peu plus monté maintenant. Évidemment, il y a eu des déceptions, il y a eu des révélations, il y a eu de bonnes choses. Je vais par exemple commencer par l'équipe qui est chère à Eugene. Oui, l'équipe de Young Sport. Quand j'ai vu le premier match de Young Sport avait des soucis sur le plan défensif, notamment au niveau de son animation, au niveau du regroupement. Assez rapide, ça se faisait pas. Mais pourtant, sur le plan offensif, lorsque l'équipe avait le ballon, c'était assez bien. Et là, on se souvient quand même que l'équipe avait perdu 11 joueurs, donc 11 des 13 qui avaient été d'abord mis de côté. Et là,
pourtant, dans les matchs qui ont suivi, le match qui a suivi, c'est vrai, l'équipe avait encaissé 2 buts, mais elle avait réussi à marquer 3 face à Dynamo. Là, j'étais pas au stade, mais les rapports que j'avais eu m'avait beaucoup intéressé. Et puis, le match dont Mayak a parlé tout à l'heure, et puis il y a eu vraiment une bonne équipe de Young Sport. Je pense qu'on avait fait une émission ici où vraiment, j'ai félicité le coach par rapport à tout ce qu'il était en train de faire, dont l'équipe était montée en puissance. Bon, je suppose qu'avec un problème au niveau de la profondeur du banc de touche par la suite, l'équipe a peut-être accusé un peu le coup physiquement dans le match qu'il a opposé à Canon. À Canon, puis à Stade Rennais. Oh, à Stade Rennais, oui, ils ont perdu contre Stade Rennais. Bon. Il y a eu l'équipe de Stade Rennais qui a fait bonne impression dès son premier match face à Coton. L'équipe a été présente vraiment avec un peu plus de réussite. L'équipe aurait peut-être pu engranger plus qu'un match nul face à Coton ce jour-là. Et puis il y a eu quelques difficultés. Et puis le match également contre Young Sport, l'équipe a été assez bien. Il y a l'équipe de Colombe Dudia qui a commencé la compétition assez fort face à Canon. Oui, qui par la suite, dans son système de jeu en 4-4-2, et puis par la suite, en exploitant les phases de transition offensive, se montrant dangereuse, avec une base défensive qui était suffisamment solide. Et puis évidemment, on ne peut pas ne pas citer Victoria United. On a beau dire Victoria United, mais cette équipe, dans la production de jeu, il faut le dire, on peut avoir accusé que l'équipe a bénéficié de telle chose, de telle autre chose, mais sur le plan du jeu, c'est quand même une équipe qui a répondu présente. C'est vrai qu'au début, sa façon de jouer, c'était un peu comme un game avec le jeune joueur qui c'était un peu scolaire et tout, mais par la suite, l'équipe s'est bonifiée, est devenue plus solide et avait commencé à pratiquer le pressing, elle est montée en puissance. Le jour où, moi je vais citer un match, parce que Mayaka il n'a pas cité ce match, le match Coton Sport contre Popo. Oui, on est au stade, Eugène, oui. We are together. Et le match il est très plaisant. Et ce jour-là, il n'y avait pas d'histoire de dire que l'arbitre a fait ceci, l'arbitre a dit non. Les 2 buts de Popo, ça souffrait de rien, c'était de bons buts et tout. Et l'équipe a été vraiment bien. Et c'est encore ce jour-là, ça a montré que l'équipe de Coton, par exemple, avait des difficultés à jouer face à des équipes comme on l'avait vu auparavant face à Canon. Oui. Donc, il y a eu des équipes qui essayaient de produire le jeu parce que Coton ne pratiquait pas le pressing. Coton avait des difficultés au niveau à la perte de balle, au niveau des transitions défensives. Ne faisait ni le contre-pressing, ni le zone presse, et donc des choses comme ça, on l'a vu, et Victoria United en avait profité. Et puis, je vais aussi citer le match de la finale, parce que le match de la finale était particulier. C'était particulier, pourquoi? Parce que ce n'est pas parce que Victoria n'a pas très bien joué ce jour-là, comme Mayaka l'a dit, mais en fait, personnellement, après avoir étudié ces différentes équipes, je pense que Stade Rennais est supérieur à Victoria. Ça, je pense, c'est-à-dire dans un match, Stade Rennais, mais Victoria a une façon de jouer, et ça, les 2 équipes le savaient. Stade Rennais avait décidé de commencer le match suffisamment fort en pratiquant un pressing intense, parce qu'il avait forcément certainement constaté que lorsque tu joues face à Opopo, en pratiquant le pressing, l'équipe était en difficulté. Il l'a vu face à Young Sport, on l'a vu, je crois, face à Colombe également, où l'équipe avait été en difficulté dans ces situations-là. Et alors, ils ont décidé de commencer le match fort, mais seulement en face. L'équipe de Victoria aussi ce jour-là, étrangement, avait décidé de commencer le match fort et de faire le pressing. Parce que c'est une équipe qui ne faisait pas beaucoup le pressing. Oui. Et pendant les 15 premières minutes, on a vu un match, c'est-à-dire des 2 côtés, c'était vraiment électrique. Victoria a réussi à ouvrir le score. Mais par la suite, l'ascendant. Donc, Stade Rennais a pris l'ascendant dans le jeu, au fur et à mesure a réussi à égaliser, a pris un avantage dans le score, avait la possibilité de marquer un 2e, un 3e, un 4e but, n'a pas pu conclure, et malheureusement, comme en pareille circonstance, a eu le sort un peu contre lui sur ce penalty qui a abouti ainsi au but marqué par Nathan Douala, et qui a donc
donné le trophée à Victoria United. Oui, ici, tu pouvais citer un coach avec... one coach whose style of play and his composure throughout the playoffs. Okay, I can name David Pago because of the style of play, the way his team was playing. C'est un gars, comment dire, il a fait jouer son équipe en 3-5-2, en fait 3-2, quelque chose comme ça. Donc, mais en réalité, les deux gars de couloir, par exemple, c'était des gars qui étaient très offensifs. Donc, c'était carrément des attaquants. Et d'ailleurs, à chaque fois qu'il y avait, par exemple, des permutations, parfois, c'était un attaquant qui venait au niveau du piston, par exemple. Et c'est une équipe qui physiquement était bien, alors qu'elle n'avait pas une grande profondeur du banc de touche, alors que, à l'évidence, lorsque tu voyais ces joueurs, tu te rendais compte que c'est des joueurs qui n'avaient pas une très grande valeur individuellement. Je veux par là dire, c'est des gars qui n'avaient pas une grande expérience d'un certain niveau de la compétition. Mais il y avait un véritable travail d'entraîneur qui avait été fait de ce côté-là. Et physiquement, ces gars étaient bien. Dans le match contre Canon, l'équipe avait souffert en seconde période. Par exemple, en première période, elle avait été dominatrice. En seconde période, avait souffert. Je pense que physiquement, après, avait perdu un joueur et a fait terminer le match en infériorité numérique, oui, mais par la suite, l'équipe pouvait tenir. Et là, pratiquement dans tous ces autres matchs, en dehors du match contre Colombe, où également l'équipe avait été, avait eu de la chance, parce que Colombe aurait pu marquer. Dans tous ces autres matchs, l'équipe a été dominatrice. Même face à Coton, cette équipe a été dominatrice. Donc, c'est le lieu de citer, par exemple, le coach David Pagou. Il faut citer le coach de Lyon Sport. Il faut citer Ndikoum a fait un bon travail parce que lorsque Lyon Sport commence, premièrement, il est d'abord en difficulté par le fait qu'on lui a enlevé 11 joueurs. 11 joueurs quand même. C'est pratiquement une équipe qu'on enlève. Mais il a pu faire un travail. Il a commencé avec certaines incertitudes. Il y avait des joueurs qui n'étaient pas là. C'est peut-être ce qui a expliqué que le premier match, il y avait quelques soucis sur le plan défensif. Mais il a fait un travail. On a vu comment est-ce que l'équipe est montée jusqu'à être le véritable, c'est-à-dire c'est l'équipe qui était arrivée comme un outsider, mais qui pouvait challenger pour gagner le championnat, même s'il y avait peut-être quelques soucis au niveau de l'angle, parce que c'est une équipe qui manquait de moyens, qui n'avait pas autant de moyens que mais sur le terrain. Pour dire, j'ai vu un super match de Lyon Sport Academy face à Victoria United. Mon Dieu, c'était un très bon match. J'ai vu un bon match de Lyon Sport Academy face à Coton. Oui, et ce jour-là, avec Shinjo, qui est, même lorsque Coton était en train de mener, Shinjo a dit, là, je ne vais pas laisser mon équipe perdre ce match. Il a pris les choses en main, il a provoqué un penalty, il a obtenu ce penalty, il a marqué. Et à mon avis, Shinjo, Nathan, et peut-être un ou deux autres joueurs sont parmi les meilleurs joueurs de ces playoffs. Donc, il faut citer Blaise Ndikoum. Il faut citer Richard Toua par rapport au travail qu'il a eu à faire avec Colombe, parce que c'était assez visible. Quand on voit le travail d'un entraîneur, c'était vraiment visible. Par contre, il y a eu quelques déceptions. Les déceptions qu'il y a eu, c'est par exemple au niveau de l'équipe de Dynamo qui a commencé ses barrages. L'équipe, le jeu. Bon, je ne sais pas si le coach avait eu la possibilité de travailler comme il voulait. C'est vrai que par la suite, le jeu s'est amendé. Il y a eu l'équipe de Coton Sport de Garoua, le véritable ogre qu'on attendait, mais qui, sur le plan de la production de jeu, ne proposait pas grand-chose. Il n'était pas bon dans les attaques placées, dans l'élaboration de jeu. Il n'était pas vraiment performant dans les attaques rapides, dans les phases de transition, ni des transitions offensives, ni des transitions défensives. C'est une équipe qui, lorsqu'elle était sous pression, avait tendance à dégager le ballon, parfois parce que laissait certaines zones, certains espaces qui étaient facilement exploitables par la réserve. Bref, la qualité du jeu n'était pas. Et moi, ça a été, pour Coton Sport de Garoua, que tout le monde attendait, pour moi, ça a été, par exemple, une grosse déception. Il faut aussi citer, on a oublié quelque chose là. Il y a beaucoup de coachs. Le coach de Gazelle. Oui, le coach de Gazelle. Pardon. Oui. Voilà, ce serait un crime. Ce serait un crime de ne pas citer le coach de Gazelle. Oui, avec ces jeunes joueurs et avec cette philosophie de jeu qui est faite, le jeu qui est produit et tout vraiment, c'est également. Oui, ils ont carrément, oui, muselé, voilà. À tous les niveaux. Et c'est la seule équipe à avoir battu Stade de Mélon au cours de cette. Stade Renard, pardon, de Mélon au cours de cette compétition. Et ça, il faut aussi vraiment bravo et encouragement à ce technicien. Okay, it has been. J'ai cité le coach de Opopo, j'espère.
Non, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas cité, mais c'est un crime. Non, le coach de Popo, bon, à partir du moment on ne peut pas citer le coach de Popo parce qu'à un moment donné, les derniers matchs, c'était le président qui était. Oh, bon, ça, c'est c'est peut-être une affaire de management là-bas. C'est-à-dire, quand on cite le coach, ça veut dire qu'on est en train de citer le staff technique. Chaque équipe a sa façon de gérer. C'est vrai que le président est arrivé, finalement, on lui a donné un petit nom. J'ai vu même que le président dit qu'il est un génie et il est prêt à prendre aux autres entraîneurs. Ah, ok. Tu ris des messages. Donc, ce qu'il a fait à la CRTV. Bon, Oui. de toute façon, le staff technique a fait du bon travail. Oui. L'équipe avait commencé un peu, mais par la suite, l'équipe est montée en puissance. Et puis, en fin de compte, même si on peut avoir des reproches à faire à cette équipe, je ne pense pas... en regardant uniquement ce qui s'est passé dans les matchs de Opopo, je ne pense pas que être champion a été usurpé. Okay, well, that's nice to hear. Like I mentioned, we had over 49 goals scored in this playoff up, and I want us to take a look at just 7 of those goals. I mean, we've seen top goals during this playoffs. Eugene, which goal was your best? You know. I think I will sit about 2 different goals. The goal scored by. No, you're a defender, and so you. The goal scored by Aziz of Cotton Sport of Garawa. Yes. A drive from about 35 meters, and the goal by Chindo John Bosco, which you had to see poor positioning of the defense line of Victoria United, and the guy was just so fantastic. Had to carry on the ball directly to the goal, and you see the defenders only had the eyes to cry.
Yes. Well, last year, I don't know if it's possible, if they've done it, or if they're going to do it. Last year, Bambutus of Budadia fans won the best fan club as one that normally goes to the stadium. Why are you laughing, Mayaka? As one that normally goes to the stadium, if we're supposed to give the best fan club, which team will take it? Only I'll be sincere here. It's true that we had just two clubs that were actually had a capacity of, they had a good representative of supporters. You have Young Sport Academy of Bamenda, and you have Opopo, One People, One Power. I would say I will actually prefer to see Opopo. Oh, Opopo. Yeah. But I must say, that means you did not watch well, because Cologne was quite... They had really a great... it's true. It's true that Cologne group. was there, but if you look at the massive support, the man crowd, it was not like those two clubs. To be honest, let's say things the way they're supposed to be. If you look at the man crowd that follows Opopo, Yosa, it's true that Cologne was present, but they were more inferior, more than those two clubs that I just cited. Maybe she's talking about the animation. You had to see those of Opopo chanting. Also, you had to see those of Young Sport chanting at the end of the match. You had to see the man crowd. If you had to look at the matches, where we have witnessed so many popular, the supporters entering the field, just those two clubs. Wait, if we watch the match Cologne against Cotton Sport, how many supporters were in the field? All the matches, how many of them were there? But if you want to look at the match that we had so many supporters, you cannot tell me that this playoff was not Opopo, was not Young Sport Academy. They had to steal the part from Bambutus AFC Obuda because they really had to know how to rally on supporters groups, not only in the littoral region, all over the country. And that's why you will see, maybe tomorrow we'll have to see Opopo coming here. You see a man crowd that will be moving behind Opopo. If it was Young Sport Academy, it ought to have been the same. So clubs need to actually form supporters groups. Why not even give some shares of the clubs to be run by supporters groups in such a way that the supporters will be having more commitments towards the club? If you look at Opopo, they once had what you call this mini contribution, like what we do in the Northwest region. If you look at from Bafman, from PWs of Bamenda, the mother team, going right down to Etabon, you see the way each time when they are playing matches, you see the way the supporters are well committed. It's just that some of you haven't got into this platform, but I believe that someone like Mr. Biletanga actually knows what I'm trying to say. They have all those groups that they have created, and that's why you see each time when they are playing their matches, you see supporters always rally. They don't care wherever that team is. You always find supporters behind the teams. Okay, well, let's just watch this images of fan groups displaying in the stadium while the during the playoffs. We'll take that video. Okay, well, as you see, it was a great one. The fans did show themselves. They came in their numbers, supported their teams, and Victoria United carried the day. And for Tima Eugene, Victoria United fan group will win the best fan group of the playoffs. Well, I guess is Victoria takes it all after the trophy. Victoria takes it or Young Sport takes it, is still coming back home. Okay. Anyways, thank you so much. I guess it's time for us to move into the second part of the show where we talk about the games, evaluate the different teams, their run so far. Well, it's time for us to move into the second part of the show, and this time we will be looking at the different runs, the 8 teams that took part in the playoff up. Well, how did they fare? Where did they miss, the championship? What game should they have won? And what strategy they did not implement? We will look at that in the second part of the show. The
playoffs are done and dusted. Playoff up, with Victoria United bagging home the ultimate prize. Cotonsport of Garoua and Stade Arena came so close, but couldn't do anything. Surprisingly, top teams like Dinamo of Douala, those that topped their tables during the regular season, Dinamo failed to win did not win any of its playoff games. Let's get this report that sums up the playoff up. Victoria United emerged victorious in the Elite One Championship playoffs, marking their inaugural trophy win. The team's strategic draw against Stade Arena on the final day secured their leap from third place at the season's end to playoff champions with 13 points. Renowned for their formidable offense, Opopo netted 11 goals throughout the playoffs, with a notable 4 coming from penalties. Rich Monji, the current leading scorer, contributed 5 goals to the tally, while Wilfred Douala Nathan added 3, including the pivotal goal in the last match. Cotonsport, who had a strong regular season, finished in second place, carried their form into the playoffs, but ultimately fell short, ending as runner-ups with 10 points after a loss to Victoria United and a subsequent draw against Dinamo. Stade Arena, also finishing with 7 goals, 4 and 5 against, narrowly missed the championship title due to a last-minute penalty by Wilfred Douala Nathan. They recorded a single defeat against Gazelle and 4 draws, mirroring Cotonsport's performance. Colombe Sportif, arriving early in Douala with championship aspirations, concluded the playoffs in 4th place, boasting the tightest defense with only 4 goals conceded. Canon, along with Stade Arena and Gazelle, scored the fewest goals in the playoffs, each tallying 4. However, Canon managed to secure a top 5 finish with 8 points on the final day. Young Sports Academy's season was marred by controversy, resulting in important deductions for misconduct, overshadowing the determination and fighting spirit they displayed, particularly by their number 10, Chindo John Bosco, who scored 6 times. Gazelle's victory over Stade Arena and Colombe stands out as a highlight in what could have been a remarkable season for the Garoua team. Returning to the playoffs for a second consecutive year, Aliou Kader's squad narrowly avoided last place, finishing 7th. Dinamo's season was marked by disappointment, failing to translate their regular season dominance into playoff success, leaving them seeking consolation in the Cup of Cameroon. The 8 clubs involved in these playoffs have secured their spots in Cameroon's top-tier league, which will expand to a single pool of 16 teams next season. The relegation playoffs continue in Yaoundé, with 3 more match days remaining. The relegation continues in Yaoundé. Well, as of now, they are currently playing match day 9, so just 1 match day is remaining for everything to wrap up. Well, let's look at Victoria United's run. Credited with the best attack, scored 11 goals. The team defeated the likes of Cotonsport of Garoua, Dinamo of Douala, Gazelle of Garoua, Canon Sportif, playing a stalemate with Stade Arena and losing to Colombe and Yosa to win the league. While Rich Monji finished as the top scorer for the side with 17 goals, 5 of which were scored in the playoffs. Let's go look at how they celebrated that trophy, their very first league title. Talk about how Victoria United...
quitte devant les gens. Regarde les images là. For the Southwest region, and these players, many of whom are young, and this is their first experience winning Cameroon's top flight. Well, they got to share with us their satisfaction after this, how they feel about this achievement. We spoke to Wilfred Douala Nathan, Germany, and Richmond G, as they tell us in this excerpt. Ça fait beaucoup plaisir. Déjà qu'on a une équipe très jeune. Ils nous ont dit c'est notre année et nous pouvons le faire et nous avons travaillé pour ça. Nous remercions le staff et notre président qui a mis toutes les dispositions que nous puissions être en forme. Vous savez, c'est ici que tout a commencé pour moi. Et dès que j'ai vu cette occasion, je suis comme un leader dans ce groupe. J'ai dit c'est le moment de prendre, de saisir cette chance et d'être champion dans notre stade. Donc c'est pour ça que je l'ai pris. Je suis vraiment très heureux de ce titre de champion. Ça n'a vraiment pas été facile parce qu'on a eu un adversaire très tenace comme Stade Rennais. Vu qu'on a mené, on s'est fait égaliser et on s'est fait encore mener et vraiment nous n'avons pas baissé le moral vu qu'on a continué à jouer pour égaliser ce début. Nous travaillons très dur pour ce titre depuis aux entraînements et nous n'avons jamais baissé les bras. Il y a la Champions League qui arrive et il y a la Coupe du Cameroun. La saison n'est pas encore terminée. Le président il a promis une somme de 10 millions pour tout le staff et les joueurs. J'ai marqué, j'ai permis à mon équipe de gagner aussi dans l'ensemble du collectif. Grâce au travail et la discipline, je suis très content des résultats maintenant. Bon, je ne peux pas dire que j'avais un secret à part le travail, la discipline et le collectif avec mes coéquipiers qui m'ont permis. Tous ensemble, on a mis au paquet et ils ont permis en sorte que je puisse marquer tous ces buts-là. Les objectifs, c'est de gagner la Ligue des Champions. Et le titre, il y a encore des matchs, mes concurrents ont encore des matchs. Ils ont plus de matchs que moi. Nous, on a terminé, on avait 7 matchs et je pense qu'ils ont 10 matchs. Donc, il n'y a pas trop un grand écart. Donc je pense que si ça arrive qu'il ne marque plus, je vais prendre. Mais si ça arrive qu'il marque, qu'il me traverse, il n'y a pas de souci. Le plus important, c'est la victoire, c'est le championnat qu'on a gagné. He said it like someone who knew. Obviously, Jules Manco is now on 20 goals, so winning the league is not in Asker's DNA this season, but maybe having the top scorer of the league is definitely part of their DNA, and they might have it. Jules already has the advantage with 20 goals. But you know, there's this thing they say with God everything is possible, and I want to tell you the underlying factor behind Opopo's win is actually their prayerful fans. They have a Pope that they carry to the stadium every match day. He walks around the stadium praying, chanting, incantations, Opopo should win. And we got to talk to him, and he told us before coming into the stadium, they gathered and prayed together on that final day.
and they got their prayers answered. Let's We, the supporters of Victoria United, we are very excited. And we thank God for the day. Before coming here, we commit this match in the hands of the Lord, that the Lord should set us through. And finally, the Lord answer our prayer. And we also thank God for our president, President Quen Valentine Alias Bob Didi, because he's a man of vision. Yes, he promised us, told us that I am having this vision, that one day we come to realize the vision. And we stood behind him to realize this vision. So we are very happy because we put everything in the hands of the Lord, and the Lord finally answered our prayer today. Yes, and I pray and pray restlessly that today we should realize this our qualification, this CAF Champions League. And I say thank you, Jesus. And your tactical disposition during these playoffs. But you know, the CAF Champions League is another ball game. And I've read so many interviews and articles on how the president talks of recruiting in 2 weeks' time, starting his recruitment. What would you want to see change in this team ahead of that competition? Because we all have been disappointed with Coton Sports run. Even if I think Victoria have a good team, I think the level is not sufficient for them to be a serious contender on the purpose to win on the goal to winning the championship, the African champion. Yes, so it will be difficult for them. So how can I advise their president is to recruit the experienced players, the skillful, more skillful. I know they have skillful players there, but I don't think they are enough experience for that level of the competition. Mm-hmm. And it will be, I think it will be for them a stage. It's called to learn. Mm. But if they want to go there for this their first participation, their first time, and with the objective to win the trophy, I think it will be very difficult for them. I think they should go there like the one who come there to learn. Yes. Okay. Well, actually, the president says they're going to go more than what their predecessors do. What their predecessors, or go further than their predecessors. Well, I want to come to you, Manyaka. We have Jules Amanko from Astre, Richmond G, Katia Boris Fumo, and Chindo John Bosco. One of these players may win the Ballon d'Or at the end of this year. But we know what has been happening with the former Ballon d'Ors. I mean, I talk about this one the player that went to Oman. I forgot his name. Emmanuel Mahop. Maurice Swaibu is with. We don't even know what's happening at that point. But first of all, you look at this lineup. Do you think they have the quality, to perform better in another league? If at all they get to leave Cameroon, do you think they have the quality to sustain that form? Because we saw in an European league, in a very competitive league. Because we've seen Jules went for Sheriff Tiraspol, did try us there, but wasn't retained. But he's now the current goal scorer. So you look at the lineup. Do you think we can produce a Ballon d'Or that will represent the league from these names I just mentioned? Je pense que c'est difficile aujourd'hui de le dire parce que l'expérience malheureusement montre que nos récents Ballons d'Or n'arrivent pas à s'en sortir hors du championnat. Malheureusement, ça c'est un fait. Maintenant, sur la capacité à un Ballon d'Or de réussir, forcément, il devrait y avoir à un moment donné qui devra réussir à s'imposer, mais ça passe par beaucoup de facteurs. C'est comme la réussite d'un joueur qui est dans un centre de formation et qui espère dans 4 ans pouvoir décrocher un contrat pro. C'est la même chose pour ma part quand je regarde ça. Parce que si on regarde
je pense qu'entre Souaïbou Marou et Emmanuel Marop, déjà les trajectoires sont différentes. C'est vrai que le résultat est quasiment le même, mais les trajectoires sont différentes. Pourquoi? Parce que vous avez un qui est parti en Afrique du Sud et qui est, mais franchement, ça ne se passe pas de la meilleure façon. Vous avez un autre qui, lui, a plus ou moins choisi l'Oman. Et même là-bas, ça se passe vraiment pas bien. Avant Oman, il y a eu plus ou moins des, je ne sais pas si je peux les appeler des essais non concluants du côté de l'Arabie Saoudite ou bien un transfert qui a raté de ce côté-là. Donc c'est un peu des trajectoires différentes. Et je pense que tout dépend du projet. Le joueur aussi, c'est le projet. Ce n'est pas toujours véritablement de sortir pour sortir. Parce que si ce n'est que ça, tous sortiront, mais est-ce qu'ils auront la même réussite? Par exemple, vous avez parlé de Jules Amanko. La période où il sort est une période toujours très délicate pour les joueurs africains. C'est jamais évident pour les Africains d'arriver en Europe à la période de janvier, février. Le climat est complètement différent du nôtre. Ça, c'est un facteur qu'il ne faut pas du tout mettre de côté. Le climat n'est pas évident. Le climat n'est pas évident. Et aussi, il y a l'adaptation au style de jeu. Parce qu'il faut dire, la plupart de nos joueurs, il ne faut pas aussi se le cacher, la plupart de nos joueurs ont une carence en prérequis footballistique. Donc, quand ils arrivent dans des clubs quand même assez bien structurés, parfois, ils sont obligés, les entraîneurs les trouvent quand même très limites. Ils sont obligés dans l'exercice de parfois réapprendre un peu aux joueurs ce qu'il faut faire. Pour avoir échangé avec Jules Amanko sur la situation chez Tiraspol, c'est ce qui me disait entre guillemets. C'est que quand tu arrives, tu comprends que ce n'est pas la même chose qu'au Cameroun. Par exemple, il te dit l'attaquant ne court pas dans tous les sens. C'est pas ça qu'on dit l'attaquant doit faire le pressing. Ça ne veut pas dire que tu te mets à courir d'un point A à un point B au hasard. Non. Ta course, quand tu cours, c'est fonction de comment vous êtes positionné au stade. Donc, il y a ces paramètres de jeu qui entrent. Est-ce que le club aussi où tu vas, avec le manager qui t'amène, est-ce qu'ils ont l'habitude de faire confiance à ton manager par rapport aux joueurs que tu amènes? Parce que c'est jamais évident. Maintenant, il y a aussi la donnée âge. Est-ce que le club pense miser sur un garçon de 26 ans? Parce que quoi, c'est 24-25 ans. Est-ce qu'ils auront la latitude d'accepter que, OK, on te prend en sachant que les 6 prochains mois, c'est l'adaptation, c'est la compréhension du football européen. Est-ce qu'à cet âge-là, ils vont accepter? Pourtant, c'est un peu plus facile lorsqu'ils prendront peut-être un gars de 19-20 ans. Il mise sur les 6 mois, il peut encore apprendre parce qu'il n'est pas encore moulé. Il peut encore apprendre. On peut prendre le risque de le récupérer. Mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est ça? Est-ce qu'il correspond au profil du joueur africain qu'on veut dans notre effectif? Parce qu'il y a des effectifs qui ont l'habitude de travailler avec les joueurs africains. C'est pour ça que je dis, ça dépend vraiment du challenge qui va se proposer devant tous ces joueurs-là. Après, il y a toujours, moi je mets toujours cette petite chance-là de celui qui va réussir, de tomber au bon moment, de réussir à mettre le but dans le match d'essai peut-être qu'on lui donne. Tout ça, c'est des paramètres qui entrent en compte. Parce qu'au final, la réalité est que nos ballons d'or aujourd'hui sont souvent des joueurs aussi qui ont déjà beaucoup évolué. C'est vrai que Souaïbou, il était vraiment au tremplin de son football. Maintenant, voilà, ça ne donne pas. Est-ce qu'il faut pour lui d'y rester? Donc, il y a tous ces paramètres-là. Je ne sais pas si parmi ces joueurs-là, vous avez cité Jules Amanko, Boris Kaché, Shindo, Boris Foumou. Je pense que, franchement, c'est le facteur âge dans la destination de chacun peut jouer un grand rôle. Parce que et le manager, tous ces détails-là comptent. Maintenant, à savoir s'il y a un parmi qui peut réussir à l'extérieur, je peux pas lancer. Mais ce que je peux dire, c'est que Kaché Boris et Jules Amanko sont de véritables attaquants. Shindo, qu'on ne se trompe pas sur les buts que met Shindo. Déjà, Shindo, depuis PWD, c'est un joueur quand même qui évolue derrière les attaquants ou sur le côté. Voilà. C'est pas vraiment le buteur né. Il ne faut pas que parce qu'il a mis 6 buts avec Lyon Sport, on met dans l'idée que c'est un attaquant. Aujourd'hui, oui, il a évolué dans sa façon de voir le rôle
de joueur offensif. Oui. C'est-à-dire, il prend la capacité de descendre parce qu'il sent en lui le leader technique capable de venir décrocher, créer une faute pour son équipe, avancer avec le ballon. Donc, ça, il ne faut pas qu'on essaie de le mélanger aux autres. Les autres sont aussi carrément des attaquants. Tous là qu'on a cités sont vraiment des attaquants attirés par le but. Donc, si on en reste là, je me dis, Kaché et Kwo peut-être peuvent réussir dans une équipe. Peut-être pas forcément, ou Richmond aussi, parce que ce que j'ai vu dans les playoffs, c'est un attaquant vraiment que les Européens peuvent beaucoup aimer. Parce que c'est quelqu'un qui a le débauche d'énergie, notamment avec les défenseurs. Voilà. Il est capable. À l'aise, techniquement, ce n'est pas vraiment sa qualité. Je ne sais pas celui, mais il est celui-là, même si vous mettez 2 défenseurs sur son dos, il va essayer par tous les moyens de déranger, ouvrir les espaces pour ceux qui sont derrière lui. Donc, c'est pour ça que je dis, tout dépend de la période où le joueur va. Si c'est pendant cette période, c'est-à-dire mai, juin et j'en passe, il a plus de chances, le joueur, de réussir. On a plus de chances de le garder. Or, si vous partez en janvier, franchement, c'est très difficile pour un footballeur africain. Je ne veux pas dire camerounais, mais je dis globalement africain, c'est difficile à cette période-là. Ils sont très peu qui réussissent, mais quand ils vont à cette période-là, soit ils sont assez jeunes, comme par exemple les footballeurs sénégalais qui sont formés, lorsqu'ils sortent, ils ont la jeunesse. Donc les clubs qui les prennent acceptent tout ce que j'ai cité là, de miser sur eux, le temps d'acclimatation. Je pense que pour beaucoup ici, pour ceux qui regardent un peu les documentaires, ils ont vu Sadio Mané lorsqu'il arrivait à Metz. C'était toujours en hiver et ça n'a pas été facile. Tous le disent, du moins tous les Africains qui vont sortir à ce moment-là le disent. Le facteur climat est important et s'adapter à la culture européenne aussi compte beaucoup. Donc, j'ose croire pour eux, si l'un est élu Ballon d'Or cette saison, puisse fièrement hausser le niveau pour accrocher quelque chose. Mais déjà, il faudrait qu'il ne soit plus là en décembre, au moment de cette cérémonie. Si seulement lui, elle a lieu en décembre, j'espère qu'ils seront déjà dehors et qu'à cette période-là, ils pourront montrer de quoi ils sont vraiment capables, que ce soit à l'Hexagone ou bien dans le continent camerounais. Oui, coach, dans le continent africain plutôt. Coach, is that the same reading you have about these players, these future Ballon d'Ors? Je pense que depuis quelque temps, il est difficile pour les footballeurs camerounais quitter d'ici directement pour être intégrés, surtout dans les grands championnats européens. Je parle plus des grands championnats européens. C'est vrai qu'il y a toujours d'autres destinations. Et Michael, il a fait un développement assez intéressant. Le problème aussi qu'il y a, c'est que lorsque tu arrives, chez nous, on a tendance à recruter un peu les joueurs sans véritablement passer les tests. C'est-à-dire, on recrute sur les noms, il s'appelle Eugène, il s'appelle Maniac, il s'appelle l'autre, et puis on le recrute assez facilement. En Europe, c'est pas comme ça les choses se passent. Donc, même lorsque Neymar part du Barça, par exemple, pour arriver au Paris Saint-Germain, il va passer les tests. Ne serait-ce que des tests médicaux. On va vous regarder aussi bien au niveau de l'intégrité de l'organisme du corps. Est-ce qu'il a mal au niveau de la cheville, au niveau des genoux, au niveau de ainsi de suite. Et maintenant, ses capacités. Quelle est on prend ses paramètres athlétiques, à quel niveau est-ce qu'il en est et tout machin. Et puis, maintenant, évidemment, en général, on a vu ses vidéos, ce qu'il est capable de produire et ainsi de suite. Donc, parfois, c'est une affaire de niveau. Ce n'est pas une affaire de talent uniquement. C'est parfois une affaire de niveau. C'est pas par hasard qu'on mise plus sur les jeunes, parce que les jeunes ont une marge de progression qui est plus grande. Et avec les vieux, c'est un peu plus compliqué. Donc, ils peuvent évidemment y aller. Certains d'entre eux peuvent aller réussir. Ce n'est pas impossible. Mais seulement avant que les gars n'aillent, il faut, pour ceux des techniciens qui connaissent par exemple les paramètres de haut niveau, on essaie de faire passer ces gars, c'est-à-dire ils doivent les satisfaire à ces paramètres ici avant éventuellement qu'on les amène là-bas. Pourquoi à ce moment-là, on va voir, tiens, sur ce test-ci,
quelle est sa performance, on regarde. Est-ce que ça correspond au standard de haut niveau, c'est-à-dire pour que, je ne sais pas moi, l'équipe de Metz ou de Paris Saint-Germain ou c'est pas de l'Atlético Madrid ou je ne sais pas de Santander puisse être intéressé par ce joueur-là. Oui, ça correspond. Est-ce qu'au niveau de sa vitesse, au niveau de la vitesse de démarrage sur 10 mètres, qu'est-ce qu'il fait sur 20 mètres par rapport à son poste, par rapport à ainsi de suite, tout ça, on doit avoir ça. Au niveau de sa détente, au niveau de la puissance musculaire et tout. Donc, c'est des choses qu'on doit avoir donc, déjà ici avant qu'on amène le joueur là-bas. Le truc, c'est que chez nous, ici, avec notre façon de travailler, beaucoup de techniciens ne prennent pas la peine, par exemple, de relever véritablement les paramètres des joueurs. Et lorsqu'ils les relèvent, même pour ceux qui font ce travail, lorsqu'ils les relèvent, ils ne s'assurent pas forcément que ces paramètres sont, c'est-à-dire correspondent, par exemple, aux paramètres des standards qu'on attend, par exemple, pour les footballeurs de haut niveau. À ce moment, lorsque vous arrivez là-bas et que vous avez déjà un certain âge, ça devient compliqué. Si vous arrivez là-bas, on regarde, on voit que vos paramètres athlétiques sont bas et que vous avez déjà un certain âge, on dit, généralement, la marge de progression est plus grande, donc ça ne sert à rien de vous prendre. Si c'est encore un jeune, 18 ans, 19 ans, on dit, ah non, bon, la marge de progression est grande. On sait qu'en Afrique, peut-être, il y a des soucis au niveau de la préparation athlétique. Et ici, là, on va essayer de corriger certains sur l'entraînement et tout, machin. Et puis, sur un plan, par exemple, bon, déjà, Mayaka a dit tout à l'heure qu'il y a un déficit au niveau, sur le plan tactique par rapport à ce que, parce qu'en Europe, vraiment, moi, je préfère parler des grands championnats en Europe, le volet tactique est d'une très grande importance. Même les meilleurs joueurs camerouno-africains, lorsqu'ils partent d'Afrique et qu'ils arrivent là-bas, ils vont dire, là-bas, quand ils arrivent là-bas, la tactique, c'est autre chose. C'est-à-dire, ça, le volet, même au niveau des détails, c'est-à-dire, on est tellement regardant là-dessus. Alors que chez nous, ici, là, parfois, on a tendance à laisser peut-être certaines choses. Maintenant, on va dire quoi? On va catégoriser les joueurs. Lorsque vous prenez les joueurs, on a dit quoi? On fait peut-être des sages. Le gars arrive, un joueur de haut niveau, de très haut niveau. Lorsque par exemple tu lui fais la passe, qu'il fait le contrôle, le ballon est là, orienté là où il faut. Le ballon ne va pratiquement jamais à une distance qui va être compliquée pour lui. Jamais, même lorsqu'il est sous pression. Même lorsqu'il est sous pression, il réussit à faire le contrôle et le ballon sera presque toujours à distance. Là où il faut pour qu'il puisse jouer, donc là où il sera à l'aise. Le joueur de niveau intermédiaire, le ballon sera un peu compliqué. Pour un joueur d'un niveau un peu plus bas, dès qu'il va faire le contrôle sous pression, il sera parfois en train de lutter ainsi de suite. C'est des choses qu'eux ils remarquent par exemple. Et aussi les orientations qu'on fait. Un joueur qui va recevoir le ballon, immédiatement comment est-ce qu'il va orienter le ballon, dans quelle situation. Et il y a également, bon, c'est vrai, je n'avais pas fait ce travail avec le jour où je faisais ce travail, j'étais avec Tony Ndam, que tu connais certainement. Il y a des choses ici. Par exemple, le footballeur de haut niveau, il y a une étude qui a été faite dernièrement à Saint-Vengarana, par une université norvégienne, où on dit le footballeur de haut niveau, il prend l'information 6 à 8 fois. Donc 6 à 8 fois dans les 10 dernières secondes avant de recevoir le ballon. Donc il est toujours en train de prendre. Ça fait que c'est difficile que quelqu'un arrive dans son dos, par exemple, pour lui prendre le ballon. Et avant même de recevoir le ballon, il a déjà vu des solutions, éventuellement là où il peut jouer, comment orienter le joueur d'un niveau un peu plus bas, de niveau moyen, lui prend l'information 4 à 6 fois. Tu vois? Donc voilà un peu l'étude qui a été faite là-bas. On est arrivé sur le terrain, Maniac Eugène, Oni. On a regardé, no one. Je dis personne, pratiquement, ne prend l'information au cours de... Je dis c'est comme une maladie. Chez nous, on ne prend pas les informations. Par conséquent, dès que quelqu'un reçoit, un joueur qui reçoit le ballon qui est dos au but adverse est obligé de remiser. Tu vas voir rarement. Et s'il veut faire un contrôle orienté, l'adversaire qui est dans son dos va lui prendre le ballon parce qu'il n'a pas pris l'information. C'est des choses aussi qui doivent nous amener ici. Donc nous, les techniciens qui sommes sur le terrain avec les joueurs, à les faire progresser, à concevoir des exercices qui vont aider ces joueurs-là à être les meilleurs possibles. Tu ne peux pas arriver dans le dos et prendre le ballon à Lionel Messi, à Xavi ou à autre. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas, avant que le gars ne reçoive le ballon, Neymar sait déjà où il va faire la passe, Kevin De Bruyne sait déjà comment orienter le jeu et tout. Ce n'est pas au moment où il reçoit le ballon qu'il va faire. Donc, c'est autant de choses qu'il faut corriger. Et là, notre ballon d'or, le ballon d'or qu'on aura, sera à l'image de notre football, de notre niveau, mais seulement ce sera le top. Comme il sera au niveau du top, il va forcément avoir quelques défauts que nous avons ici, mais peut-être moins accentués que la moyenne des gars qui sont ici. Parce que lui, là, il est quand même au niveau du top. Peut-être ça peut lui donner la possibilité d'espérer. S'il est jeune, à ce moment-là, ses chances de réussite, évidemment, sont un peu plus grandes. Well, that's good. I mean, just briefly talk about, because we've seen youngsters that have shined
bright in this championship. I talk about Jude Eno, I talk about Colbert Bini, I talk about a lot of them, Thiago as well. You know, they are all young players. Yeah, they are young players. Yeah, I think Jude Eno is 15 years old. He will be 16 in June, or he will be 16 in June. Mm-hmm. So you look at these players, how can they groom their talent? Because those are the future of the league. If they are still there, how can trainers groom this talent? So in the next, we have great footballers. Ok, let me say it in French. Ce que je voudrais dire, c'est qu'en réalité, lorsque tu as des jeunes, si tu prends le jeune qui est là maintenant, par exemple, c'est parfois le conseil que je donne, tu le prends, tu l'amènes au Real de Madrid. Il travaille avec le Real de Madrid pendant 3 mois, 6 mois, 8 mois, 1 an, 2 ans. Hein? Il va s'adapter au niveau du Real de Madrid et commencer à jouer, c'est-à-dire ce sera son niveau. Tu vois? Et s'il reste ici, ce même joueur, tu le prends, tu l'amènes, je ne sais pas moi quoi, bon, je ne vais pas citer, peut-être à Serpent de Ngelemenduka, par exemple, à un niveau très bas, et qui s'entraîne là-bas pendant 1 an, 2 ans, il va avoir le niveau dedans. Oui, donc c'est ce niveau-là qu'il aura. Donc lorsqu'on prend, comme ils sont des joueurs jeunes, et qu'ils ont encore une grande marge de progression, si on les amène là-bas, évidemment, ils vont tenir ça. Cela veut dire que nous, ici au Cameroun, si nous faisons monter le niveau notre niveau d'entraînement, d'encadrement en général, on va pousser tous les joueurs, ces jeunes joueurs surtout, à être à ce niveau-là. Mais simplement ici au Cameroun, il n'y a pas de filtre. Hein. Au Cameroun, il n'y a pas de filtre. En Europe, n'importe qui ne peut pas être footballeur professionnel, ce n'est pas possible. Lorsque tu es un footballeur, que tu sors par exemple d'un centre de formation et que tu veux passer footballeur professionnel, tu vas passer des tests. Et parmi ces tests, il y a des tests athlétiques auxquels tu dois satisfaire. Si tu ne satisfais pas à certains minima, tu ne passes pas footballeur professionnel. On va dire que non, tu n'as pas de niveau. Quand tu ne peux pas, on va pas te faire passer. Tu vas aller perdre le temps aux gens là-bas. Ici, au Cameroun, il y a des gens qui jouent avec, on va dire comme ça, bon, c'est vrai, peut-être sur le papier, ils ont 32 ans ou autre, mais peut-être si tu fouilles bien, tu vas trouver qu'ils ont 40 ans. 42 ans, tu les vois courir là sur le terrain, ils ne font rien. Et bon, peut-être parce qu'ils sont des joueurs d'expérience, ils réussissent à résoudre certains problèmes là sur le terrain, mais qui contribuent à ce que le niveau général ne soit pas très, très élevé. Bien, pourquoi est-ce que j'en parle? Parce que le football, en réalité, c'est un jeu de contraintes. Les contraintes de temps, les contraintes d'espace, les contraintes d'incertitude. Voilà pourquoi je préfère parler en français pour que je puisse mieux m'exprimer. Et le joueur, un jeune joueur, tu vas prendre Jude Eno, 15 ans, 16 ans. Tu vas prendre Nathan Douala, tu vas prendre Richmondi, c'est des jeunes joueurs. Tu vois, tu les soumets à un travail régulier, sous pression. C'est-à-dire ils doivent apprendre à jouer sous pression, sous une pression intense. Il y a le pressing adverse qui est là, il y a les espaces parfois qui sont réduits au moment où tu es en train de recevoir le ballon. Il y a 2-3 joueurs qui sont sur toi et tout. Ils s'habituent à ça dans des situations. Et ça fait monter le niveau, les capacités de réaction des joueurs, la résolution des problèmes sur le terrain et tout. Ça fait que leur niveau général doit monter. Donc c'est à ça qu'il faut soumettre les joueurs. Donc ce qui veut dire que nous, les encadreurs, les techniciens, mais également les dirigeants de club, qu'on doit permettre à ce que le niveau général monte. Mais aujourd'hui, lorsque tu vas arriver, toi le technicien, tu vas demander certaines conditions de travail. Peu de présidents de club, peu de dirigeants de club vont te les accorder. Combien de clubs au Cameroun, par exemple, arrivent à travailler 2 fois par jour? Par exemple, c'est un peu compliqué. Mais pour des joueurs qui veulent aller loin, par rapport à notre niveau, par rapport à ainsi de suite, parfois ça peut être compliqué. Donc, tu as dit comment soumettre effectivement, c'est à ce genre de choses qu'il faut soumettre les joueurs. Et là, s'ils travaillent donc à un niveau régulièrement, à un niveau satisfaisant, élevé, peut-être qui obéit un peu au standard c'est-à-dire d'un certain niveau, à ce moment, ils ont plus de chance. Il y a par exemple le cas bêtement comme ça, le cas de Bob Didi, donc le président de Pépinier, le président de oui, qui est souvent en train de voyager. S'il arrive, par exemple, il arrive avec peut-être des cardiofréquences mètres, avec le GPS et tout machin, où on met sur les jeux. À ce moment-là, sur ordinateur, avec tout ce que ça passe, il renforce son staff technique avec des compétences qui sont plus appropriées, même à partir des entraînements, parce que je pense que là-bas, je crois savoir que là-bas, tous les entraînements sont filmés, c'est-à-dire on filme, et c'est une très bonne chose. On filme les entraînements, à partir du moment où on a filmé, ça veut dire qu'on a la possibilité de faire un travail in situ avec les joueurs, mais également de le regarder. Mais en même temps, on a donc la possibilité de regarder. On dit, on prend le joueur, il gêne, oui.
sur la séance d'entraînement, si on attendait à ce que tu fasses tes choses, on va regarder comment est-ce qu'il s'est déplacé, on calcule tous ces déplacements par rapport à ce qui était prévu dans les objectifs opérationnels. Est-ce qu'ils ont été respectés, quelle est la distance qu'il aura parcouru, ainsi de suite. On sait qu'on est en train de travailler à certains standards. Mais quels sont les clubs qui peuvent se permettre aujourd'hui, puisque même à Victoria, on ne fait pas encore ça, quels sont les clubs qui aujourd'hui qui peuvent se permettre ce genre de choses? Est-ce que Coton n'a pas les moyens de le faire, par exemple? Quelle est l'équipe ici au Cameroun qui a un logiciel d'analyse de match? Et c'est pas cher. C'est pas si cher. On peut trouver des logiciels qui sont au-delà, peut-être autour de 1 million, un peu plus. Est-ce que ça, c'est quelque chose par rapport à certains de nos clubs ici, là, aujourd'hui, pour qu'on puisse ainsi de donc, c'est autant de choses qui permettent et aussi le renforcement des stades au niveau de diverses compétences et même au niveau, par exemple, du recrutement de certains spécialistes comme les spécialistes en préparation mentale, psychologique et mentale, par exemple. Thank you so much for elaborating that. I mean, our time is fast spent, but it was such a wonderful session, and hopefully these clubs can put this into practice. I know many would say subventions haven't come yet, players have to be paid, a lot of things have to be done, but if we want to develop these talents, then let's invest in it and do what's right. So we have the best, not just produce players. There is something I want to add to what the coach just said. To become or to have a club, you don't need to wait for subvention. If you want to really go into football, I'm talking from experience. What I had when I was still in Young Sport Academy, it was just so wonderful. God didn't accept it that the president of Young Sport should stay long, because it ought to have been something very wonderful. Because it was someone that was not waiting that the government should pump money before he can go on with football. He had all those ideas. That's why you have to see that even our big guns like Coton Sport of today is not even having all those small things that we need. It's not having. So I'm actually pleading with all those football magnates that want to actually walk into football. They should start first from the infrastructures, the base. That's what we need. If they can put the base and then have all the necessary materials, recruit those who are. Start from the technical staff, the medical staff, everything. Infrastructures, that's the base. We need it does not cost anything. Because if we want to revive our football back, let's start from there, and the next 5-10 years, we are going to have results like Senegal. Senegal start just like that. Yes. We have Mali. We're not talking about Mali after the Salif Keita. We're not talking about Mali. But today we are talking about Mali, youth football, Burkina Faso. You see, the West African teams are really working. So we in Cameroon, we need to wake up from slumber. We have been sleeping for about 30 years today. We need to wake up from slumber. Our football died. Our football finally died in the early 99, 2000. I bet to you, since then, no club of Cameroon has actually reached the Champions League finals. So we need to start from the base, as Coach was saying, and really do something in such a way that we will have smiles back on our face. We will have smiles back on our faces. I guess it's Victoria United that has smiles on their faces because they won the MTN Elite One Championship. But the other 7, all of them have ensured their stay in Cameroon's top flight next year. So you'll see Young Sports, Dynamo of Douala, you'll see Canon Sportif, Colombe Sportif, all play Elite One next year. I mean, the Cup of Cameroon is close by. Many of them will want to correct their errors. I mean, it's been quite a lot to take in, and I hope all viewers have been enjoying the show so far. Those of you that have intentions of starting a football club know what to do and what is needed to develop this talent. Well, just some few words to close. I want to start with you, Eugene. We have the playoff down that is still on, but the playoff up is over. I mean, they say it's going to move from a 2-pole to a single pole. Hopefully, it is so next year. But what will be your last words in regards to this playoffs and everything? I'll go instead to a different. I'll say I'm happy this afternoon because PWs of Bamenda is actually leading Fortuna 2 goals to 1. Yeah. And I would like to tell the authorities of this country that manage football that we need a stadium in the Northwest region. It's impossible to see that a region like Northwest is having about 5 elite teams and none of them are playing in the Northwest region.
especially Elite One Championship, which we actually need. We can't be having a team like PWC of Bamenda and Young Sport Academy hosting their match in Buda, in the West region. It's not our place to host our matches there. We need to have our matches being played back home. So we are crying that they should do everything to renovate. Rather, the Bamenda Municipal Stadium that was being started and dumped in the grass there, and why not Fekafut to make more effort in the next 3-4 months that we should have the new Primox Stadium that is being works are being going in the Mudankwe. We actually need that for the Northwest region to see that our sons and daughters, when I tell our sons and daughters, because we have the 2 elite teams, they should play on the good green turf back country. Yeah, play on a green turf back in Bamenda. Manyaka, what would you like to see? I mean, in the next season, what should be done better? Non, Unfortunately. Je pense que ce qu'on doit revoir pour le prochain championnat, c'est les clubs qui ont la balle dans le camp. Je pense que c'est à eux de pouvoir mettre en place les voies et moyens pour que leur club soit le mieux regardé, le mieux perçu. À eux d'attirer les moyens pour ressembler à une équipe de première division. Donc, je peux que leur souhaiter de mettre en place les meilleures méthodes pour attirer les sponsors, parce qu'il n'y a pas que les sponsors du championnat local qui peuvent attirer. On voit beaucoup d'équipes avoir d'autres sponsors qui leur permettent d'avoir d'autres moyens, que ce soit en termes de bus, en termes d'équipementiers ou en termes de logement. Donc, qu'ils poursuivent, pour ceux qui travaillent, qu'ils continuent de travailler, sinon ils auront toujours le malheur de trouver sur leur chemin Victoria United qui vraisemblablement a aujourd'hui plus de moyens, encore que il y aura la Ligue des Champions. Donc je pense que l'effet Victoria United devrait davantage montrer au club du championnat que c'est celui qui a l'argent qui a le pouvoir. Donc sur ce, je ne peux que leur souhaiter d'avoir les moyens de leur politique, parce que quand la saison commence, quand vous demandez à chaque club quels sont vos objectifs, ils vous diront vers le champion du Cameroun, sans toutefois respecter que Coton Sport est là depuis avec un certain nombre de moyens et c'est normal qu'il soit champion. Et aujourd'hui, ils voient avec Victoria United. Donc, ça devrait encore plus leur ouvrir l'esprit sur le modèle. Le problème, c'est que les clubs n'ont pas véritablement de projet. Lorsque tu les regardes, les clubs n'ont pas de projet. Non, c'est pour ça que... Donc, c'était pour compléter. En fait, lorsque tu arrives dans un club, la première chose, d'ailleurs, tu demandes quels sont les objectifs pour la saison. On veut être champion, on veut gagner la Coupe du Cameroun, et ainsi de suite. Et derrière, il n'y a rien d'autre. Quelles sont les infrastructures sur le plan structurel? Qu'est-ce que vous avez sur le plan, dans le cadre juridique, il est comment? Le plan infrastructurel, il est comment? Quels sont les moyens que vous avez, la politique et les moyens que vous mettez en œuvre, par exemple, pour remplir les têtes de l'équipe il y a pas, alors que tout ça c'est pas si difficile. Okay, thank you so much, Coach. Thank you so much, Manyaka. Thank you so much, Eugene, for honoring my invite. I mean, it was a wonderful session. You want to look dope. Okay, thank you all viewers of Spectrum Television and Live Press of Le Match for following this program. Hope you enjoyed yourself. I did. Well, see you next time, same station. Coach is looking dope. Bye-bye.